Bienvenue à tous. Bienvenue à vous, Madame la professeure Nicole Magie-Germain. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie panią profesor. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Bardzo pani serdecznie dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Bienvenue à tous mes collègues polonais. Il y a Monsieur Professeur Piechowiak avec nous, il y a Monsieur Professeur Tomasz Barankiewicz. Avec nous, il y a aussi Professor Arkadiusz Sobczyk, Professor Wojciech Jakimowicz, Dr Michał Peno, Pan Jarosław Lange. Bienvenue à aussi les professeurs français. Il y a aussi avec nous monsieur le professeur Raphaël Dalmasso. Bonjour, monsieur le professeur. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Pośród nas są panowie profesorowie, pan profesor Marek Piechowiak, pan profesor Tomasz Barankiewicz. Widziałam pana profesora Hajna, ale nie wiem, czy no w każdym bądź razie się podłączał. Jest także tak, pan profesor Wojciech Jakimowicz, ale jest też nasz kolega pan profesor Raphaël Dalmasso. Także bardzo serdecznie Państwa witam. Sur le séminaire, on peut dire particulière parce que pour la première fois, nous essayons d'organiser un groupe franco-polonais et nous voulons discuter sur le sujet qui est commun. Szanowni Państwo, to jest w pewnym sensie takie szczególne seminarium, bo po raz pierwszy próbujemy sformułować czy zbudować ekipę polsko-francuską i porozmawiać na jakże wspólny nam temat. C'est un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame la professeure Nicole Magie-Germain. To jest wielka radość, że jest z nami dzisiaj pani profesor Nicole Magie-Germain. Elle va intervenir sur le sujet socialisation du risque économique et redistribution des responsabilités. Pani profesor będzie dzisiaj mówiła o socjalizacji ryzyka ekonomicznego i redystrybucji odpowiedzialności. Madame la professeure Nicole Magie-Germain est maître de conférences en droit social, qualifiée aux fonctions de professeur, directrice de l'Institut des sciences sociales du travail, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, membre du laboratoire droit et changement social, CNRS, Maison de sciences de l'homme Angers-Guépin à Nantes. Madame la professeure est aussi une élève du professeur Alain Soupiot et elle a préparé une thèse sur la direction du professeur Soupiot. Donc, encore une fois, merci pour d'avoir accepté notre invitation. Szanowni Państwo, pani profesor Nicole Magie-Germain jest adiunktem, zatrudniona jest na stanowisku, znaczy jest doktorem, zatrudniona jest na stanowisku profesora, jest dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych w zakresie pracy na Uniwersytecie Paryż 1 Panthéon-Sorbona i jest członkiem Laboratorium Prawa i Zmian Społecznych, tak dosłownie tłumaczę, Narodowego Centrum Badań, a także członkiem Instytutu Nauk o Człowieku Angers-Guépin w mieście Nantes. Pani profesor jest też wychowanką pana profesora Alain Soupiot. Napisała w 1996 roku doktorat pod kierunkiem pana profesora. I przyjęła nasze zaproszenie. Jest również członkiem naszej Rady Centrum. Donc, Madame la professeure, oddaję po prostu teraz głos pani profesor. Madame la professeure, vous avez la parole. Merci beaucoup, chère Ania, pour votre invitation et vraiment à tous les collègues qui sont sur place. Je suis ravie de pouvoir échanger avec des spécialistes, juristes de Pologne et c'est un grand plaisir pour moi. Donc, merci pour votre invitation. Je vais partager le diaporama, alors, qui est en français, alors c'est vrai que c'est un peu compliqué peut-être, mais pour les non-francophones, mais il y a un certain nombre de schémas
de diagrammes qu'il faudrait que je montre. Alors, peut-être ceux qui ne comprennent pas le français ou mal pourront écarter le diaporama, mais j'en aurai besoin pour un certain nombre de schémas à montrer. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié dans ce diaporama d'expliquer d'où venait cette réflexion sur la socialisation du risque économique. Et en particulier, le travail qui a été long, c'est une demande qui a été faite par deux sociologues, Michel Lallemand et Bénédicte Zimmermann, qui ont souhaité rédiger, élaborer un numéro spécial de la revue Sociologie du travail sur ce qu'ils ont appelé le travail en quête de responsabilité, en recherche de responsabilité. Et l'idée était de croiser les disciplines, donc philosophes, économistes, juristes, sociologues, gestionnaires, autour des évolutions, d'un certain nombre d'évolutions que pouvait connaître en France, en Europe, le travail, et notamment autour de la question de la responsabilité. Donc pour moi, ça a été un travail très stimulant parce qu'il a fallu rendre accessible le droit à des non-juristes. Et je pense qu'en faisant cela, ça oblige le juriste à aller à l'essentiel de la pensée juridique et à ne pas se perdre finalement dans la technique juridique. Donc ça a été un travail long de plusieurs mois qui a été relu, encore relu, parce qu'il y avait des développements, des catégories juridiques qui étaient certainement faciles à comprendre pour des juristes, mais tout à fait obscures pour des non-juristes. Donc ça m'a obligée à rendre accessible à des non-juristes ma pensée, mais également à aller à l'essentiel. Et j'ai trouvé que c'était un travail vraiment très intéressant. Donc, excusez-moi, j'ai une bronchite qui a du mal à partir et j'ai des cannes de tout. Vraiment, je m'excuse. Excusez-moi pour ce problème acoustique. Donc, ce que j'aurais pu me contenter de travailler sur des évolutions récentes du droit du travail en France ou en Europe. Mais je trouvais intéressant de mettre en perspective ces évolutions récentes avec une histoire longue du droit du travail. Et nous avons la chance, en France, peut-être en Pologne aussi, d'avoir la Bibliothèque nationale de France qui a numérisé beaucoup d'ouvrages, de revues très anciennes. Et ça m'a permis d'avoir accès à un certain nombre de travaux du début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, dans lesquels on commence à parler de socialisation, mais du droit. Et en relisant un certain nombre de ces auteurs, certains dont on a oublié les noms, mais qui développent des analyses très modernes de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, ces lectures m'ont permis de réfléchir à cette évolution d'un passage de ce que l'on appelle alors la socialisation du droit vers ce que j'appelle la socialisation du risque économique. L'idée étant que l'on redistribue les responsabilités, y compris celles de l'entreprise, pas simplement celles des travailleurs. On les redistribue, l'État français, les différentes législations redistribuent les risques, amenant progressivement la mise en place de cette socialisation du risque économique. Et donc voilà ce que je vais essayer modestement de vous expliquer dans un laps de temps court, mais j'espère être suffisamment claire pour être comprise. Alors, quelques remarques préliminaires. Au départ de cette réflexion sur les évolutions contemporaines du droit du travail, et pour s'inscrire aussi dans des travaux que je mène sur la robotique, je trouvais intéressant de mettre en exergue ce discours que l'on entend beaucoup en Europe, en France, sur l'industrie 4.0
et ce que j'appelle la mise en récit, c'est-à-dire la construction d'un récit collectif visant à faire accepter ce que l'on appelle la grande transformation disruptive. Enfin, ce que j'appelle la grande transformation disruptive, mais la notion de disruption, c'est-à-dire de rupture, est amenée régulièrement dans les travaux doctrinaux des économistes, des juristes ou encore dans les textes de l'Union européenne. Donc, le développement des techniques numériques et l'utilisation des algorithmes, et vous voyez qu'on va retrouver ici les travailleurs des plateformes numériques, s'inscrit plus globalement dans une mise en récit d'une transformation qui conduirait à des ruptures. Et vous voyez bien que la rupture au niveau juridique va être celle du droit du travail, la rupture d'avec le droit du travail. Le constat de l'utilisation, que je ne nie pas du tout, hein, l'utilisation des techniques numériques est une réalité. Ce que je remets en cause d'une certaine manière, c'est la façon dont on reconstruit une histoire collective pour rendre inéluctables des transformations. Or, ces transformations, elles sont le choix des politiques. Elles ne s'imposent pas à nous. Le développement des techniques numériques est une réalité, mais la façon dont on choisit ensuite de les mettre en musique, de les organiser, dépend des choix collectifs que nous ferons. Et donc, on voit que de nouvelles formes d'organisation du travail qui, en France et en Europe, remettent en cause d'une certaine manière le droit du travail, sont rendues possibles par l'utilisation des algorithmes et ce que l'on traduit en France et je pense ailleurs par l'idée d'ubérisation du travail, hein, c'est-à-dire cette idée que la généralisation des techniques numériques rendant possible donc l'organisation du travail par des plateformes numériques conduirait à peut-être une remise en cause du droit du travail, ça reste ouvert, mais en tout cas à la création d'un statut intermédiaire entre le statut de travailleur indépendant et celui de travailleur salarié. Et puis, une interrogation que je trouve intéressante à poser, puisqu'il faut évidemment essayer de mettre en perspective les évolutions que l'on constate aujourd'hui avec les fondements conceptuels, les bases conceptuelles qui ont prévalu lors de l'adoption du Code du travail en 1910 en France, pour poser la question de, si ce n'est la remise en cause, c'est sûrement trop tôt pour parler de remise en cause, peut-être refondation du droit du travail. En tout cas, c'est la question que je poserai à la fin de l'exposé. Alors, je vous propose, vous m'arrêtez si jamais il y a des questions ou si ça n'est pas clair. Excusez-moi. Donc, je vous propose de voir 2 points. Donc, de la socialisation du droit à la socialisation du risque économique, comment on passe d'une catégorie qui émerge dans la doctrine à la fin du 19e siècle, début du 20e, à cette idée de socialisation du risque économique qui correspondrait à des évolutions du droit contemporaines, hein, puisque je m'attache bien sûr aux évolutions du droit, pour voir ensuite comment cette évolution est portée par ce que l'on a vu émerger dans le droit depuis quelques années, c'est-à-dire l'idée qu'il faudrait attacher des droits à la personne, pas simplement aux salariés, aux travailleurs, mais à la personne. Et on voit bien que cette idée prend d'une certaine manière à rebours un droit du travail, va à l'encontre d'un droit du travail qui a été conçu pour s'appliquer aux salariés. Alors, sur ce premier point, le 19e siècle voit ce que l'on va appeler, enfin la fin du 19e siècle, la naissance de la socialisation du droit. Et ce qui est intéressant, et le parallèle est vraiment, je trouve, pertinent à faire avec les techniques numériques, c'est que cette socialisation du droit est portée par la doctrine juridique, par d'éminents juristes, certains dont les noms sont toujours connus en France, dans un cadre d'expansion de la grande industrie. C'est-à-dire qu'on voit cette industrie émerger avec notamment donc, la généralisation d'un travail dans la grande industrie, dans l'entreprise, qui fait naître des accidents du travail. Et il va donc falloir, pour les juristes, repenser
ce régime de responsabilité qui est traditionnellement, suivant les cadres qui sont ceux du Code civil, fondé sur la faute, il va falloir repenser la responsabilité en la fondant sur le risque, ce que l'on va appeler une responsabilité objective. Et donc cette idée de socialisation du droit va s'appuyer sur l'idée que le droit du travail naissant doit s'appuyer sur des mécanismes de responsabilité qui doivent évoluer par rapport au droit civil, parce que le droit du travail, le travail est pathogène, est délétère, crée des accidents. Et donc, il va falloir accompagner la naissance de la grande industrie et de formes de travail qui sont liées à cette, pas la naissance, à l'expansion, parce que ce n'est pas la naissance, c'est l'expansion de la grande industrie. Il va falloir accompagner cette évolution en modifiant le régime de responsabilité et en créant un régime propre au droit du travail pour réparer les accidents du travail. On retrouve René Demoz, qui est un éminent juriste français, qui a beaucoup inspiré notre droit du travail, y compris contemporain, ou le droit contemporain en général. Le droit n'est plus cette large construction semblable au théâtre classique où ne figurent que des abstractions générales. Il faut donc tenir compte de la réalité des rapports sociaux et créer un droit, fonder un droit du travail sur l'idée qu'il y a des rapports de travail qui doivent être gérés, réglés par un corpus juridique spécifique. Et ça va être un retournement fondamental, puisque c'est ce droit du travail qui est codifié en 1910, il existe des lois évidemment antérieures, mais il n'y a pas de code du travail, conduit à une autonomisation de ce droit du travail par rapport au droit civil. Et c'est essentiel, puisque le droit civil, traduction de l'idéal révolutionnaire français, c'est un idéal de loi universelle qui traduit la représentation d'un certain ordre individualiste et libéral, alors qui portera le développement de la grande industrie. Ça, c'est clair au niveau du droit des sociétés, au niveau de l'émergence de ce droit des sociétés. On voit bien que le droit civil va porter aussi la généralisation, l'expansion de la grande industrie. Mais ce droit civil reste individualiste, c'est-à-dire construit sur l'idée que l'échange des consentements des parties au contrat suffit à créer le contrat, sans tenir compte d'une éventuelle inégalité dans laquelle se trouve placé l'éco-contractant. Et donc le droit du travail va s'inscrire à rebours de ce code civil individualiste et libéral et va créer une législation sociale qui va permettre de rassembler alors des travailleurs aux conditions de travail hétérogènes sous un même statut, celui de salarié. Et je crois que c'est une des grandes leçons peut-être que l'on peut retenir de cette période qui a vu l'émergence donc du droit du travail, du code du travail, c'est que on arrive à l'époque à penser la situation des travailleurs à domicile, la situation d'un ensemble de travailleurs aux conditions très hétérogènes de travail, on arrive à les penser sous une même catégorie et à les rassembler sous la catégorie de salariés. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que la disparité des statuts juridiques conduit à sortir des travailleurs de l'application du droit du travail. À l'époque, excusez-moi. Excusez-moi, je suis désolée, j'aurais dû l'éteindre et je ne l'ai pas retrouvé tout à l'heure. Pardon, excusez-moi. Donc, il s'agit d'uniformiser les figures de la dépendance et je crois que c'est vraiment le terme qui est en débat au début du XXe siècle, c'était cette idée de dépendance. Et la dépendance, quand on en discute à l'époque, elle n'est pas simplement ce lien de subordination, c'est une dépendance économique, une dépendance technique. Autrement dit, par une définition très large de la notion de dépendance,
on peut rassembler des travailleurs aux conditions de travail hétérogènes, hein, et pas simplement en tenant compte de cette disparité, au contraire, en essayant de les rassembler sous un statut, celui de salarié. C'est grâce à une interprétation souple de la jurisprudence que l'on va pouvoir avoir un ensemble de travailleurs. Bon, je passe, hein, mais ce serait trop long à développer, mais la jurisprudence a joué un rôle essentiel, même si le lien de subordination juridique est celui qui a été retenu par la jurisprudence. L'idée de dépendance économique ou de dépendance technique, on l'oublie beaucoup aujourd'hui dans les travaux doctrinaux, mais on parle beaucoup de cette dépendance économique qui était en débat au début du XXe siècle en doctrine et qui permettait à la doctrine de mettre en avant l'idée qu'il fallait rassembler donc des travailleurs au statut très hétérogène sous le statut de salarié. Mais il y avait également en débat l'idée de dépendance technique. Et quand on fait référence aujourd'hui aux travailleurs des plateformes numériques, on voit bien que le lien de dépendance technique devrait, de mon point de vue, être réactivé, être mis en œuvre dans le travail de qualification du statut juridique de ces travailleurs. Alors, le droit du travail a permis de s'écarter donc du droit civil pour prendre en compte l'inégalité des parties. C'était vraiment le point essentiel, hein. On va créer des mécanismes collectifs qui vont permettre de rétablir une égalité. Par exemple, je crois que c'est typique, enfin, c'est quelque chose qui est très présent en France, le mécanisme de l'extension des conventions et accords collectifs de travail. C'est-à-dire que le ministre du Travail peut, si la demande lui est faite par les organisations syndicales et par les organisations professionnelles d'employeurs, le ministre du Travail peut donc rendre obligatoire une convention ou un accord, notamment signé au niveau de la branche, du secteur professionnel, peut rendre obligatoire à l'ensemble des employeurs, même ceux qui n'ont pas signé l'accord ou qui ne sont pas adhérents à l'organisation professionnelle qui a signé l'accord. Et ça a permis à la fois d'avoir une couverture conventionnelle qui est autour de 97-99%, mais également d'éviter que la relation de travail soit enfermée dans un rapport inégalitaire, dans un face-à-face entre le salarié et l'employeur que traduit le contrat de travail. Le XXIe siècle voit émerger dans ces plateformes collaboratives ce que le droit du travail le droit français qualifie de prestataire de services. C'est-à-dire que les travailleurs des plateformes collaboratives sont, de par la volonté de la loi, qualifiés de travailleurs indépendants. Alors, la Commission européenne, dans un rapport « Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXIe siècle », fait bien référence à des travailleurs, certes, juridiquement indépendants, mais économiquement dépendants. C'est-à-dire une situation, alors ce qui couvre des situations, qui ne relèvent ni de la notion bien établie de travail salarié, ni de celle de travail indépendant. Cette catégorie de travailleurs ne dispose pas de contrat de travail. Ils peuvent ne pas tomber sous le coup de la législation du travail parce qu'ils occupent une zone grise entre le droit du travail et le droit commercial. Quoique formellement indépendants, ils restent économiquement dépendants d'un seul commettant ou client employeur pour la provenance de leurs revenus. Ce qui est en débat aujourd'hui en France, contrairement par exemple à l'Italie où l'apparat subordination permet de reconnaître une zone intermédiaire, en France, pour l'instant, la jurisprudence et la doctrine est plutôt défavorable à l'idée de reconnaître qu'entre le droit du travail et le droit commercial, il y aurait une zone grise. Donc, c'est peut-être pas là de cette façon que les dernières lois ont fait évoluer le droit du travail, mais en tout cas, cette zone grise ne fait pas l'objet d'une volonté doctrinale de reconnaissance, ni même d'une volonté des juridictions de reconnaître la zone grise entre le droit du travail et le droit commercial.
Alors, ces travailleurs sont qualifiés par la loi de 2016, donc dans l'article du Code du travail, de travailleurs indépendants, mais ils dépendent de la plateforme de mise en relation et c'est ce lien de dépendance qui va finalement permettre de requalifier, de faire en sorte que la Cour de cassation requalifie la relation de travail indépendant en travail salarié. Alors, le risque économique, la perte de revenus pèse sur le prestataire de services dans la théorie du risque économique, donc la théorie du travail indépendant, le risque économique doit peser sur le prestataire de services, mais qui en perçoit les fruits et qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de son travail. C'est ce qui permet de qualifier le travailleur indépendant. Il assume le risque économique, mais risque économique, ça veut dire aussi qu'il en perçoit tous les fruits et qu'il a une autonomie dans l'organisation de son travail. Ce sont des critères que l'on ne retrouve pas complètement dans le cadre des travailleurs des plateformes. Dans les faits, je n'aurai pas le temps de détailler, mais vous connaissez peut-être le sujet, on a des formes de contrôle très abouties par la plateforme, par le client, et tout un mécanisme de sanction, notamment pour Uber, ou ce type de prestataire, ce type de plateforme, pardon, tout un ensemble de mécanismes de contrôle et de sanctions qui pèsent sur le travailleur indépendant et qui peuvent lui enlever son activité. Alors, la zone grise qui est en train d'émerger dans le Code du travail, donc entre travail salarié et travail indépendant, se traduit, alors d'abord c'est assez étonnant de voir que ces travailleurs indépendants ont été, la situation juridique pardon, de ces travailleurs indépendants a été codifiée dans le Code du travail. Après tout, on aurait très bien pu dans le Code de commerce réserver une partie des dispositions à ces travailleurs indépendants. Le choix a été fait d'intégrer ces travailleurs dans le Code du travail, ce qui est loin d'être anodin. Émergence d'une zone grise par la reconnaissance de droits sociaux. Okay. Le diagramme. Alors, au XXIe siècle, donc, ces travailleurs indépendants des plateformes collaboratives se voient tout de même reconnaître des droits sociaux. Et vous voyez, la liste est quand même importante. Droit d'accès à la formation professionnelle continue, droit à ce qu'on appelle la validation des acquis d'expérience, c'est-à-dire la possibilité ouverte en France depuis une quinzaine d'années maintenant de mémoire, à faire reconnaître par l'expérience acquise un diplôme. Exercice du droit de grève, droit de se syndiquer, droit de créer des organisations syndicales, bon, là je l'ai mis 2 fois. Donc ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il y a là un ensemble de droits sociaux fondamentaux que l'on reconnaît à ces travailleurs indépendants. Alors, exercice du droit de grève, c'est typiquement un droit réservé aux salariés. Le droit de se syndiquer, c'est un droit que les employeurs ont, bien sûr, de former des organisations syndicales ou organisations professionnelles, bien sûr. Mais là, l'exercice du droit de grève, c'est typiquement un droit qui s'exerce par les salariés, exercé par les salariés. On voit également dans le Code du travail émerger la notion de, non pas de responsabilité juridique, mais de responsabilité sociale, ce qui est tout à fait différent que la responsabilité juridique. Le Code du travail prévoit que lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de travail de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, donc quand il y a un certain pouvoir d'organisation du travail qui est entre les mains de la plateforme, il faut, à l'égard des travailleurs concernés, elle a une responsabilité sociale qui s'exerce dans les conditions prévues au présent chapitre. Donc ce régime de responsabilité qui en découle est directement lié aux conditions économiques dans lesquelles s'organise cette activité.
et l'on fait dépendre la responsabilité, on qualifie la responsabilité, pardon, de sociale. Il y a vraiment, je pense, un lien très étroit qui s'est formé entre la prise en compte donc de ces conditions économiques d'organisation de l'activité et la responsabilité qui n'est pas juridique, qui est sociale. La traduction dans le droit va être la possibilité, l'obligation, même pas une possibilité, pour la plateforme de se substituer, de remplacer le travailleur indépendant pour ce qui concerne le paiement de cotisations sociales. Par exemple, la plateforme va être obligée de souscrire une assurance couvrant le risque d'accident du travail, de payer un certain nombre de contributions sociales, de financer la formation professionnelle. Donc, vous voyez, on est dans un entre-deux qui est assez surprenant. Donc ça, c'était le premier point, le passage assez rapide de la socialisation du droit à la socialisation du risque économique, pour voir ensuite la façon dont cette évolution est portée, notamment en particulier par l'émergence de cette catégorie des droits attachés à la personne. L'idée d'attacher des droits à la personne prend forme dans ce que l'on appelle le compte personnel d'activité qui est créé en 2016, modifié par une autre loi en 2018. Et ce compte personnel d'activité, vous voyez, on a une référence à la personne, hein, pas au travailleur, pas au salarié, mais à la personne. Il va être constitué de 3 types de comptes qui existaient auparavant. Le compte personnel de formation, qui permet donc à chaque salarié de bénéficier de 500 € par an avec un plafond de 5 000 € pour se former. C'est l'employeur donc qui finance. Donc cette somme, cet argent est déposé sur un compte personnel de formation. Ce compte personnel d'activité comprend également le compte professionnel de prévention. Je vais y revenir plus loin, qui permet pour les métiers les plus pénibles, les plus accidentogènes, qui permet aux travailleurs de changer de métier, d'avoir des aides qui permettent de l'accompagner dans le reclassement dans un métier moins dangereux ou pas dangereux si possible. Et puis le compte d'engagement citoyen qui s'adresse aux personnes qui exercent des activités dans des associations, par exemple. Cela permet de prendre en compte ces formes d'engagement qui consistent à donner de son temps dans ce compte personnel d'activité. Alors, je reviendrai sur ce que ça implique. Alors, vous voyez, ce compte personnel d'activité est ouvert dès l'âge de 16 ans aux personnes en emploi ou à la recherche d'un emploi, à certaines personnes en situation de handicap, aux retraités. Donc, on a des conditions d'ouverture qui sont extrêmement larges. On vise la personne. Le compte personnel d'activité a vocation, et c'est un point très intéressant puisqu'on voit le lien avec le droit du travail, le compte personnel d'activité a vocation à rassembler des droits sociaux mais qui ont été acquis sous différents statuts d'emploi. L'idée est de favoriser une flexibilité, en tout cas d'accompagner, sans qu'il y ait une perte de droits, d'accompagner des travailleurs qui basculeraient d'un statut d'emploi à un autre. Je vais juste ouvrir à mon chat qui miaule depuis quelques minutes. Je reviens, j'en ai pour 2 minutes, excusez-moi. Un autre problème technique personnel. Alors, ce qui est intéressant dans ce compte personnel d'activité, c'est que donc on va chercher à rassembler des droits sociaux que l'on aura acquis sous des statuts d'emploi différents, salariés, travailleurs, indépendants, demandeurs d'emploi, mais qui vont permettre de conserver une rémunération. Donc, il y a bien cette idée de garantir la continuité dans l'exercice de ces droits sociaux en facilitant, alors 2 choses importantes, la mutualisation, c'est-à-dire l'idée qu'un certain nombre d'organismes
ça peut être l'employeur, ça peut être une région, un autre organisme. L'État va pouvoir verser sur ce compte, abonder ce compte d'un certain nombre de droits liés par exemple à la grande pénibilité du travail. Donc, quelqu'un, un travailleur, un salarié qui connaît une pénibilité importante dans son travail, va pouvoir acquérir des points. Tout n'est pas en euros, il n'y a que le compte personnel de formation qui est calculé en euros. Pour le reste, c'est un système de points. Donc, ces points sont mutualisés, c'est-à-dire sont, pour le salarié, pour le travailleur, sont rassemblés dans ce compte personnel d'activité. Donc, les points acquis au titre de la formation professionnelle ou de l'engagement citoyen ou de la pénibilité, ces points vont être rassemblés et puis vont ensuite être convertis en droits sociaux qui vont permettre d'ouvrir de nouveaux droits. Alors, par exemple, se former pour occuper un emploi moins pénible, partir à la retraite plus tôt, prendre un congé en étant toujours rémunéré. On voit donc que ces droits permettent une certaine souplesse dans la gestion individuelle de sa carrière par le salarié. Ces droits acquis donc sont affectés à la personne, mais dans un cadre juridique, et c'est important, qui est tout à fait spécifique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'ouvrir un marché des droits sociaux, et donc seul le titulaire peut exercer ses droits. Il ne peut pas les vendre, il ne peut pas les céder. Ce sont des droits que l'on qualifie d'extra-patrimoniaux, ils sont hors commerce, inaliénables, ils sont vraiment de ce point de vue attachés à la personne, ils ne sont pas transférables, on ne peut pas les donner à quelqu'un d'autre, et on ne peut pas saisir ces droits pour se rembourser. Quelqu'un qui a une créance sur le salarié ne peut pas saisir les droits sur son compte personnel d'activité pour les utiliser pour se faire rembourser. Donc, dans cet article du Code du travail, on retrouve donc ces objectifs, vous voyez, en 3 alinéas qui sont décrits. Le compte personnel d'activité a pour objectif, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, et il y a 3 points importants. D'abord, renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire. Et là, on voit bien qu'on est dans la logique d'individualisation de l'utilisation des droits sociaux. L'objectif du compte personnel d'activité, c'est également de sécuriser le parcours professionnel en supprimant les obstacles à la mobilité. Et là, on voit bien qu'on est dans une logique d'accroissement de la flexibilité. Mais, et c'est certainement peut-être le point intéressant, il contribue aussi, ce compte personnel d'activité, à un droit à la qualification professionnelle. Et là, on voit bien qu'on a à la fois l'articulation d'une logique individuelle et d'une logique collective. Permettre à la personne à la fois de développer ses qualifications, donc aussi de trouver un emploi beaucoup plus facilement et de répondre aux besoins de l'économie. Mais ce que je trouve assez intéressant et remarquable dans ce compte personnel d'activité, c'est que finalement, il est à la croisée, à la rencontre de logiques assez différentes. Et on le retrouve dans les moyens mis en œuvre pour faire vivre ce compte personnel d'activité, puisque si c'est bien le titulaire, c'est-à-dire la personne, qui décide de l'utilisation des droits, on a bien une logique individuelle, c'est cependant dans les conditions définies au présent chapitre, c'est-à-dire dans des conditions qui renvoient à une dimension collective, c'est-à-dire qui évite d'enfermer la personne avec elle-même, c'est-à-dire dans des décisions qu'elle ne serait sûrement pas en mesure de prendre. Donc, il y a bien une initiative qui est celle de la personne, mais un accompagnement et une mise en œuvre qui est faite dans un cadre collectif. Et je trouve ce point-là très intéressant. Et dernier alinéa, le titulaire du compte a droit à ce qui s'est beaucoup développé en France ces dernières années, à un accompagnement, c'est-à-dire cette idée qui est plutôt
anglaise, enfin que l'on retrouve dans les mécanismes qui existent en Angleterre, notamment au niveau des dotations qui sont données aux travailleurs pour se former. Le modèle anglais est un modèle très individualisant, c'est-à-dire qu'on pense que doter la personne d'un certain nombre de droits sociaux, comme celui de la formation professionnelle continue, suffit pour que la personne les utilise. Or, la réalité montre que on utilise des droits quand on sait pourquoi faire, quand on a une idée de ce que l'on peut en faire. Et laisser la personne avec elle-même, c'est encore renforcer des inégalités qui sont déjà présentes. C'est-à-dire que plus on est formé, plus on est qualifié, plus on saura comment trouver les solutions, les dispositifs qui nous intéressent. On saura aller chercher l'information. Et à l'inverse, les personnes les moins qualifiées sont celles, évidemment, qui auraient besoin de ces qualifications, mais qui n'auront pas la possibilité de trouver par elles-mêmes ces qualifications, les moyens d'y arriver, bref, qui n'auront pas accès à l'information. Donc cet accompagnement qui est mis en œuvre dans ce qui a été créé il y a quelques années, c'est-à-dire le conseil en évolution professionnelle, qui est gratuit, permet aux personnes de trouver les ressources pour se faire accompagner. Donc vous voyez, c'est à la fois un dispositif attaché à la personne, individuel, mais qui s'inscrit dans une logique collective. Et cette hybridation ou cette articulation de la dimension individuelle et collective me paraît très intéressante. Si l'on prend l'exemple du compte professionnel de prévention, et je me suis attachée simplement à la catégorie, il y en a d'autres, rythme de travail. Par exemple, pour s'ouvrir des droits à des points qui seront versés sur le compte personnel d'activité, il faut au minimum, concernant par exemple le travail de nuit, avoir travaillé 1 heure de travail entre minuit et 5 heures du matin et avoir cumulé au total 120 nuits par an. Si le travailleur remplit ces conditions, il verra des points qui seront versés sur son compte excusez-moi, personnel d'activité. Par exemple, si on prend toujours ces conditions de travail, 3 mois d'exposition à un facteur de risque va permettre d'acquérir 1 point. 2 points si la personne est née avant 1956. 3 mois d'exposition à plusieurs facteurs de risque va permettre d'acquérir 2 points. 10 points permet de réduire 50% le temps de travail pendant 90 jours, sans perte de salaire. Excusez-moi, j'avais fait l'intervention en anglais et j'ai oublié d'enlever. 1 point donne droit à 375 € d'aide au financement d'une formation permettant d'accéder à un emploi moins exposé. Vous voyez, ce n'est pas pour tout le monde. Là, on est vraiment pour les travailleurs qui ont des conditions de travail particulièrement pénibles. L'ambiguïté ou la spécificité de ce compte personnel d'activité, c'est qu'on peut poser la question de la logique dans laquelle il s'inscrit. Est-ce que c'est une logique d'émancipation des personnes, d'empowerment? Alors, leur utilisation relève de l'initiative de la personne, mais comme je l'ai dit, dans des conditions qui sont définies par le législateur. Et les finalités restent en partie de supprimer les obstacles à la mobilité en renforçant l'autonomie de la personne. Donc, est-ce que c'est une logique d'émancipation des personnes, de leur donner les capacités pour s'élever, ou est-ce qu'on est dans une logique d'individualisation des travailleurs qui deviendraient finalement des entrepreneurs d'eux-mêmes? Et là, on peut faire le lien avec cette résurgence de liens d'obligation personnelle, dont le CPA serait la traduction, qui permettrait d'opérer un transfert de responsabilité, à charge donc pour les travailleurs, pour les personnes, de gérer individuellement les risques au travail,
leur carrière professionnelle, c'est-à-dire qu'on leur donnerait les moyens de gérer individuellement toutes ces évolutions qui normalement s'imposent à l'employeur, que ce soit les obligations de formation, les obligations d'occuper un emploi moins pénible. On peut poser la question, même s'il y a toujours des obligations en matière de santé au travail, bien sûr, qui s'imposent aux employeurs, on peut quand même poser la question d'une partie de transfert de la charge de la responsabilité sur le travailleur, sur la personne, par le biais de ce compte personnel d'activité. Alors, surtout quand on regarde ces chiffres-là, qui sont un peu anciens, mais je n'ai pas trouvé de plus récent. 2014, quels sont les profils des créateurs d'entreprises? Je ne vais pas tout détailler, mais il y a un chiffre qui est assez intéressant. Alors, on voit bien qu'on a les chômeurs qui se tournent vers, faute de trouver de l'emploi, vers la création d'activités comme auto-entrepreneurs, comme travailleurs indépendants. Mais on a également, c'est important, 19% des salariés qui sont déjà donc en emploi, qui cherchent un complément d'activité. Donc c'est beaucoup, c'est beaucoup. Quand vous voyez que seulement 8% des jeunes diplômés créent leur entreprise, on est à 19% de salariés qui créent, en plus de leur activité salariée, une entreprise. Donc ce tableau nous donne à voir aussi des situations dans lesquelles l'auto-entrepreneuriat, le travail indépendant, est présenté comme une solution pour lutter contre le chômage ou pour gagner mieux sa vie. En France, c'est révolutionnaire. En France, on a toujours, comment dire, envisagé le travail salarié comme un travail qui était principal. Il y a des interdictions qui sont posées de cumul d'emplois dans la fonction publique, par exemple. Le salarié dans le secteur privé peut occuper un autre emploi, mais dans des conditions très, très restrictives et très contrôlées. Et donc, on voit émerger cette idée qu'on ne vit plus aujourd'hui de son travail salarié, ou en tout cas, on n'en vit peut-être pas suffisamment bien, et que la solution, c'est peut-être d'avoir une autre activité, au mépris des questions de santé, ce qui pose quand même un problème. Alors, ces évolutions, de mon point de vue, doivent aussi être mises en perspective avec un certain nombre de travaux en sciences de gestion que l'on a vu émerger ces dernières années, et notamment ceux qui concernent ce qu'on appelle l'entreprise agile. Peut-être que vous avez croisé cette notion. Entre l'entreprise agile, c'est-à-dire l'entreprise qui est plus adaptable, plus flexible, qui valorise l'individu libre. Alors, vous voyez, dans la façon dont les gestionnaires mettent en récit l'entreprise agile, on voit bien que c'est très valorisant de parler d'un individu libre. Autrement dit, à contrario, l'entreprise actuellement enfermerait l'individu dans un carcan qui ne permettrait pas, par exemple, d'exprimer tous ses talents, qui est une autre rhétorique, un autre terme que l'on retrouve beaucoup aujourd'hui dans certains travaux des gestionnaires, c'est-à-dire que nous serions tous porteurs de talents, nous en ignorons souvent l'existence, et ce discours, puisque c'est vraiment d'un discours dont il s'agit, de survalorisation de la personne qui serait porteuse de talents qu'elle ignore, permet finalement, je cite, de faire que l'acteur trajectoire, donc l'idée que le salarié ou le travailleur se construit sa trajectoire professionnelle. Donc cet acteur doit se frayer son propre chemin au sein de situations erratiques, de retournement de tendance, d'incidents critiques, de réduction de ressources. Donc on voit bien qu'il y a l'idée aussi que face à des pertes d'emploi, à des difficultés économiques, c'est aussi à la personne de trouver ses propres solutions. Ce qui en France est quand même une conception qui retourne
les cadres qui sont les nôtres traditionnellement, les cadres de pensée qui sont les nôtres. Mais dans le même temps, c'est intéressant, on voit également que l'entreprise, sans S, l'entreprise est également ou devient un relais des politiques publiques de l'emploi. C'est-à-dire que au fil des évolutions, ces 20 dernières années du Code du travail, on a vu des obligations de plus en plus fortes peser sur l'employeur, obligations qui classiquement étaient reportées sur la collectivité, sur Pôle emploi, sur l'État, sur différentes institutions. Par exemple, en matière de formation, l'employeur aujourd'hui n'est pas simplement obligé d'adapter son salarié à son poste de travail, si l'on change par exemple le logiciel informatique, mais le Code du travail nous dit qu'il est obligé, l'employeur est obligé de veiller au maintien de la capacité de ses salariés à occuper un emploi. Donc on n'est plus sur le poste de travail, on est sur l'emploi en général. Et donc on a vu des employeurs condamnés par la Cour de cassation au paiement du versement d'indemnités aux salariés parce que les salariés n'avaient obtenu que quelques jours de formation qui avaient certes aidé au maintien sur le poste de travail, mais pas au maintien dans l'emploi. Donc il y a beaucoup d'exemples, ce n'est pas le seul, dans lequel on voit que l'entreprise finalement est perçue aujourd'hui par le droit français comme un relais des politiques publiques de l'emploi, une institution dans laquelle on met en œuvre une politique d'emploi qui a été décidée par l'État, ce qui est là encore assez nouveau en France. Donc j'ai presque terminé. Donc ces formes de socialisation du risque économique, si l'on devait plus globalement les caractériser, on a vu que la catégorie des droits attachés à la personne était peut-être la catégorie la plus emblématique, permettant de donner vie à cette idée à la fois d'individualisation et de report de la responsabilité pour un certain nombre de risques sur le salarié. Mais on voit également un certain nombre de réformes successives qui visent à assouplir les conditions de la rupture du contrat de travail et dans le même temps à transférer le contrôle de la légalité vers le juge. Au lieu de, comme cela a été traditionnellement la finalité du droit du travail, au lieu de protéger la partie la plus faible au contrat de travail, c'est-à-dire le salarié. Donc plusieurs dispositifs ont été créés, par exemple la rupture conventionnelle individuelle, qui n'est ni un licenciement ni une démission, qui est un mode de rupture du contrat de travail tout à fait spécifique, qui permet de mettre fin au contrat d'un commun accord, sous-entendu de faciliter les conditions les manières de se séparer si l'on est entre le salarié et l'employeur. La rupture conventionnelle individuelle est devenue collective car déterminée par un accord collectif. Donc on voit bien que ça devient aussi un mode de gestion du personnel, un mode de gestion des effectifs et pas simplement une volonté individuelle du salarié de quitter l'entreprise en conservant le bénéfice des indemnités de chômage, puisque la démission fait perdre le droit au chômage. Et puis, on voit aussi dans le Code du travail des modèles de lettres de licenciement qui sont insérés dans le Code du travail, qui visent également à faciliter donc la rupture du contrat de travail. La mise en place d'un barème qui s'impose au juge concernant les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est-à-dire qu'auparavant, le préjudice était évidemment évalué par le juge. Aujourd'hui, le droit a créé un barème qui permet finalement de rendre pour l'employeur prévisibles les conditions de la rupture, les conditions financières, c'est-à-dire que l'employeur va pouvoir budgéter, projeter du point de vue financier le coût qu'il devra verser, le prix qu'il devra verser pour un licenciement si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
on voit bien que le rôle du juge est aussi quand même remis en cause. Et puis, dernier point, la cause économique du licenciement décidée dans une entreprise appartenant à un groupe au niveau national et non plus international. C'est-à-dire qu'auparavant, il était possible, pour éviter les fraudes de groupes qui transféraient des activités lucratives dans d'autres pays ou vers d'autres filiales, il était possible de tenir compte de la santé de ce groupe pris dans son ensemble. Aujourd'hui, l'appréciation de la cause économique du licenciement dans une entreprise qui appartient à un groupe, elle se fait au niveau national. C'est-à-dire qu'on peut donc avoir des pratiques de groupe qui préparent en fait des restructurations en transférant un certain nombre d'activités lucratives au niveau international, de manière à laisser au niveau national les activités qui ne sont plus lucratives et conduisant finalement automatiquement à la reconnaissance d'une cause économique du licenciement. Voilà, avant-dernière diapo, refonder le droit du travail. Est-ce que finalement tous ces enseignements ou toutes ces évolutions ne nous apprennent-elles pas un certain nombre de choses sur le passage d'un État-providence, qui était celui du 19e, fin du 19e, 20e, à l'État qui serait un État garant de l'exercice des droits, c'est-à-dire l'État alloue des droits et garantit donc cet exercice, mais c'est aux individus, aux personnes qu'il revient, qu'il incombe d'exercer ces droits individuellement. On peut poser la question des finalités économiques du droit du travail, qui est aussi une évolution peut-être la plus emblématique de ce droit du travail. Et la question que je pose dans un certain nombre de travaux, c'est celle de la formation d'un droit commun du travail. Comme le droit civil au XIXe siècle a été la matrice pour différentes branches du droit qui n'existaient pas encore, comme le droit du travail, on peut poser la question d'une évolution plus globale aujourd'hui sur le même modèle que le droit civil, d'un droit du travail qui serait réformé, qui serait commun à des travailleurs, qu'ils soient indépendants, salariés, fonctionnaires éventuellement. Donc ce serait peut-être un droit socle, un droit réduit à des grands principes et qui ensuite serait décliné, mais pour chaque activité. Alors ça pourrait être résumé si l'on reprend la théorie d'Alain Supiot des cercles concentriques. On aurait le cœur finalement de ce droit du travail qui serait le droit des salariés, mais on régirait également les droits des travailleurs et on aurait plus largement la question des droits sociaux attachés à la personne. Et tout cela formerait le droit commun du travail. Donc on voit bien qu'ici on aurait des droits beaucoup plus substantiels et là on aurait des droits finalement peut-être un peu plus plus évanescents, c'est-à-dire moins détaillés. Donc voilà, après j'ai juste rajouté une bibliographie indicative pour qui m'a aidé, que j'ai rédigé moi mes travaux qui m'ont aidé à présenter ce thème, donc des travaux en lien avec la présentation que j'ai faite. Mais voilà, il y a peut-être beaucoup de pistes qui sont ouvertes et peut-être ouvertes à la discussion. En tout cas, merci pour votre attention et j'espère que je n'ai pas été trop difficile à comprendre. Et merci aux traducteurs. J'espère que le travail ne les a pas épuisés et j'en suis désolée si c'est le cas. Merci. Merci beaucoup, Madame la professeure. Nous vous sommes très reconnaissantes. Vraiment, c'était magnifique, beaucoup de réflexions, beaucoup des idées dont je pense que dans ma tête, c'est sûr, mais aussi je pense que dans les têtes d'autres. Donc, je pense que nous pouvons commencer la deuxième partie, mais avant juste une chose technique.